Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Et grand plaisir de retrouver du monde dans la salle et des invités sur cette estrade. Ça faisait bien longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, pour parler de cinéma, peut-être pas que de cinéma, mais de parler aussi peut-être du monde et du Brésil à travers le cinéma. Je vais commencer par remercier les différents partenaires parce que voilà, c'est une opération de longue haleine, si je puis dire. Donc je vais remercier la Cinémathèque du documentaire qui nous a apporté son soutien. Je vais remercier aussi les collègues de la partie orientale de la région, le Festival Itinérance d'Alès, Cinédoc, l'Institut Jean Vigo. Non, c'était Doc Seven, pardon, pas Cinédoc. Voilà, puisque en fait c'est un tour, c'est pas simplement Maria Augusta Ramos à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre, je veux dire dans le festival Ciné Latino. C'est aussi voilà, c'est aussi toute une tournée en région et je les remercie tous parce que c'est quelque chose qu'on devait faire il y a un an, qu'on devait refaire, c'était à l'automne. Voilà, c'était un petit peu compliqué à organiser, mais finalement on a quand même réussi. Et je vais remercier aussi les Cahiers du cinéma qui sont partenaires et la présence de Claire Alouche pour animer cet entretien. Et puis quand même, je vais également aussi nous remercier le Festival de Ciné Latino et la Cinémathèque de Toulouse, puisque voilà, c'est une coproduction et que c'était une programmation qui nous tenait vraiment très très à cœur et voilà, on n'a pas lâché et on est content d'être arrivé aujourd'hui à nos fins, j'ai envie de dire. Et puis surtout un grand merci à Maria Augusta Ramos de prendre ce temps avec nous, d'être présent sur le festival, mais d'être présent, comme je disais, aussi sur toute la région. C'est quasiment 2 semaines quand même de temps pris, alors que vous êtes en plein tournage par ailleurs. Donc voilà, c'est très important. Et puis un grand merci aussi tout simplement pour votre cinéma. Voilà, parce que c'est un cinéma qui nous touche très particulièrement, très profondément. C'est François Truffaut qui a écrit, c'était sur ses, on va dire sur ses vieilles années, mais qui se rappelait quand il était critique et qui disait que quand il était critique, pour lui un film réussi, c'était un film qui parlait, un film qui exprimait une idée du monde et à la fois une idée du cinéma. Et je trouve que votre cinéma, il va même un peu plus loin. Je trouve que vos films nous aident à penser le monde et à penser le cinéma. Et je pense que c'est d'autant plus important encore aujourd'hui. Là-dessus, Claire, je te laisse la parole pour lancer les débats. Et puis je remercie aussi Sylvie et Naruna qui vont assurer la traduction. Et bien sûr, je vous invite à intervenir. Donc, on ne va pas faire circuler de micro pour les raisons que vous savez. Si voilà, vous intervenez quand vous voulez, vous manifestez, vous me faites signe, je m'approcherai et je transmettrai par la voix de mon propre micro vos questions. Voilà, pardon. Claire. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que mon micro... Voilà. Maintenant, oui. Bonsoir à tous. Et c'est un véritable plaisir d'être dans une salle de cinéma, que la parole puisse à nouveau circuler. D'ailleurs, la mienne va être assez brève, puisque si la parole est la matière et la puissance du cinéma de Maria Augusta Ramos, j'ai découvert en menant un entretien avec elle dans les Cahiers du cinéma du mois de juin que la parole de Maria Augusta Ramos est tout aussi puissante. Donc, on a envie de l'écouter et de la laisser se déployer. Et n'hésitez pas également à intervenir, comme disait Franck, à n'importe quel moment, parce que la parole est aussi un bien public. C'est ce que nous dit votre cinéma et qu'il a des incidences sur les politiques publiques. Donc c'est important de la prendre quand on sent qu'il est nécessaire de le faire. Mais avant de poser ma toute première question, j'aimerais évidemment remercier le Festival Ciné Latino pour sa programmation, pour son travail, pour son invitation. Nous avons mené un premier travail commun au mois de mars dans le cadre d'une table ronde critique avec des critiques de nombreux pays d'Amérique latine, et on pointait notamment notre attention sur
notre travail de critique, de dialoguer avec les manques dans l'histoire, dans l'écriture d'une histoire du cinéma au présent à travers la critique. Et je suis vraiment très heureuse que la parole de Maria Augusta Ramos fasse maintenant aussi partie de l'histoire des cahiers du cinéma et d'une certaine histoire du cinéma vue depuis la France, parce qu'elle nous manquait et parce que votre cinéma est, comme le disait Franck, absolument essentiel. Et un grand merci aussi à Franck Luet pour la générosité avec laquelle on a préparé cette rencontre. Alors, très brièvement, une première question pour vous, Maria Augusta. Vous êtes formée au cinéma aux Pays-Bas, mais très tôt, vous êtes retournée au Brésil pour tourner. Je voulais savoir un peu au tout début de votre parcours de cinéaste néerlando-brésilienne, comment ça s'est passé d'avoir cette formation cinématographique très eurocentrée d'une certaine manière, mais d'avoir la certitude que c'était le Brésil, votre pays de cinéma, où vous alliez commencer à tourner, même si vous avez aussi bien sûr réalisé des films aux Pays-Bas. Mais voilà, je voulais savoir un peu comment s'étaient passés ces commencements. Oui. Ok. Bon, d'abord, un grand merci à la Cinémathèque de Toulouse, au Festival de Ciné Latino, à Claire, Franck, Eva, pour m'inviter, pour la rétrospective. Merci beaucoup. C'est un grand honneur, vraiment, je suis touchée. Bon, on va parler en portugais. Pour moi, c'est plus facile. Pardon. Vamos lá. Oui, ça marche. D'accord. Oui. Vous remarquez tous que c'est un changement au ciné latino. De plus en plus de réalisateurs parlent le français. Alors, c'est très bien. Mes assistants. Primeiro, eu falar rapidamente que eu tenho eu estudei musicologia, eu estudei música há muito tempo, eu me formei em música e eu vim para a Europa com 22 anos, vim morar primeiro em Paris, onde eu estudei no grupo de recherche musicale da Radio France, la musique concrète. Bon, j'ai étudié d'abord la psychologie et la musique, et ce qui m'a conduit à venir effectivement en France, à Paris, à l'âge de 22 ans, pour étudier la musique concrète. La musique eletroacústica. E foi uma experiência absolutamente marcante na minha vida, a vida em Paris, mas também o contato com a música concreta, com alguns compositores de música eletroacústica. Daí a minha influência, né, daí resultado da importância do som nos meus filmes. C'était une expérience tout à fait extraordinaire pour moi. Bien sûr, le fait de vivre à Paris, de rencontrer des compositeurs contemporains, de travailler donc la musique concrète, et bien sûr, en tant que cinéaste, le son a une importance particulière pour moi. E eu digo sempre que o som é 50% significa 50% da realidade e por isso é de uma importância essencial, fundamental nos filmes. Et je dis que pour moi, le son représente 50% de la réalité. C'est pour ça qu'il est tellement fondamental et essentiel dans mes films. Depois disso, eu estudei em Londres também e acabei na Holanda, onde eu resolvi fazer cinema. Foi uma grande ruptura na minha vida, né? Fiz cinema, estudei cinema na Academia de Cinema Holandês. Et après, je suis allée à Londres et puis j'ai fini par atterrir en Hollande, où c'était une grande rupture de ma vie, puisque là-bas, j'ai étudié effectivement le cinéma à l'Académie. E por isso, respondendo à tua pergunta, a minha experiência, digamos, a minha experiência cinematográfica e a minha influência cinematográfica, ela é principalmente europeia e principalmente eu fui muito influenciada pelo os documentários do Johan van der Keuken, né? Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, bien sûr, mon influence dans le cinéma est essentiellement européenne, et en particulier, j'étais très influencée par un documentariste hollandais, Van Keuken.
foi na Holanda que eu descobri o documentário de arte, né? Et c'est là où j'ai découvert ce qu'on peut appeler le documentaire d'art. Documentário que é, acima de tudo, o grande cinema, né? Donc, qui pour moi, effectivement, c'est du grand cinéma. Pode ser, né? Peuvent être le grand cinéma, voilà. On essaie toujours. Mas desde um primeiro momento existiu uma influência muito grande no meu trabalho do cinema de ficção. Mais dès le départ, en fait, dans mon travail, on pouvait voir aussi une grande influence du cinéma de fiction. Porque me interessa registrar e refletir sobre a vida enquanto ela acontece, o mundo contemporâneo. Parce que j'aime beaucoup réfléchir et enregistrer effectivement la vie au fur et à mesure qu'elle apparaît, qu'elle se passe, le monde contemporain. E, de uma certa maneira, eu acabo... A realidade, os seres humanos reais são a minha matéria bruta. Et d'une certaine façon, donc, la réalité et les êtres humains en chair et en os sont mon matériel brut. Mas eu estruturo e tiro a dramatização, digamos, eu quase que faço uma ficção no sentido, na estrutura de uma maneira ficcional essa realidade. Mais à partir de là, effectivement, je construis une structure fictionnelle, une structure dramatique, mais à partir de cette réalité. Bon, on va parler de ça après. Ouais, on peut continuer. Mais, justement, peut-être sur retourner au Brésil, c'est ça? Non, enfin oui, on peut aussi, mais comme tu parlais justement de la fiction, de comment ça pouvait structurer le récit. Alors effectivement, du coup, ça pose des questions, oui. Parce que, enfin, je veux dire, parce qu'il y a peut-être deux manières différentes. Il y a les moments, par exemple dans Justiça ou Juízo, où sont quand même des longs moments d'enregistrement de la parole pendant les procès, oui. Et en même temps il y a des inserts par moment où on est dans des familles, et là effectivement on a vraiment l'amorce de ce qui pourrait être de la fiction. Mm-hmm. Et du coup moi je me demandais comment vous faites pour obtenir ce moment-là? C'est pas juste de poser la caméra. Donc, est-ce qu'il y a eu... J'imagine qu'il n'y a pas de répétition non plus, mais il faut aussi que les gens qui sont filmés acceptent la caméra. Donc, il y a cet aspect-là. Et un autre aspect qui est, moi, je trouve complètement vertigineux dans Juízo, c'est que c'est un film qui traite de mineurs qui sont jugés, que ces mineurs, on ne peut pas les filmer, et que le choix, qui est un vrai choix, pas esthétique, mais un vrai choix politique de ne pas les flouter, puisque sinon il faudrait les flouter, mais du coup de faire appel à d'autres mineurs qui finalement se retrouvent un petit peu dans la peau de ceux qui sont jugés, presque comme s'ils jouaient un rôle. Et ils sont plus vrais que nature, j'ai envie de dire. Et là, il y a quelque chose, je trouve, qui est assez vertigineux. Et où est la mise en scène, c'est-à-dire la mise en scène telle qu'on pourrait parler de mise en scène, c'est-à-dire de fabriquer du faux, quelque part, quelque chose de vrai, mais qui de vraisemblable, simplement. Ou est-ce que c'est une question du dispositif, justement, que tu penses et que tu mets en place et qui permet, en fait, vraiment de capturer ce réel qui est, j'ai envie de dire, presque plus vrai que nature. C'est quand même, c'est assez, je trouve ça vraiment très, très troublant, très, 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 très fort. Comment, voilà, ça pourrait très bien être de la fiction.
et ça n'est jamais de la fiction. Et c'est, je veux dire, presque, et c'est plus que du documentaire. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça? Bom, voilà. É paradoxo porque o formalismo, digamos, a estrutura formal, a maneira de filmar e de editar, cria um distanciamento em relação, não é, à ação, em relação aos personagens, e, ao mesmo tempo, ele aproxima. Du coup, c'est un paradoxe parce que le dispositif, la forme, crée une distance par rapport à ce qu'on filme, le sujet filmé, l'objet filmé, et en même temps, ça rapproche. Pour le public, hein, ça veut dire ça. A câmera, a posição da câmera e, enfim, as escolhas formais colocam o público numa posição de observador, né, de fora da ação, que promove uma reflexão, promove olhar de fora o que se passa. La caméra, elle met celui qui regarde hors de ce qui se passe et en même temps l'invite à dialoguer avec ce qui se passe, être actif. E na medida em que o filme se desenvolve, o que, apesar da consciência da forma, a autenticidade do que acontece, do personagem, da interação em que a gente vê no filme, ela te aproxima, ou seja, existe uma forma, mas ao mesmo tempo o que se passa é tão autêntico que novamente, acho que é como você falou, né? Você tem uma estrutura formal, mas ao mesmo tempo o que se passa é de uma realidade devastadora. C'est-à-dire, il y a une forme, la forme est assumée, elle est là. Et en même temps, il y a un réel dévastateur, un réel qui va au-delà de la forme et ce dialogue. Voilà. Les gens sont très authentiques. Voilà. C'est l'authenticité qui nous touche, je pense. C'est la distance, justement, c'est la distance de la caméra, puisque on est toujours assez on n'est pas dans des très très gros plans. Il y a vraiment comme si la caméra se mettait dans un coin pour pas déranger, pas être intrusive. Oui. C'est cette idée-là. Oui, c'est ça aussi. Oui. E quando, voltando um pouco, respondendo a sua pergunta e a pergunta da Claire, quando eu voltei, quando eu resolvi filmar novamente no Brasil e fazer um filme do Brasil, eu queria justamente pensar a sociedade brasileira e questões que são grandes desafios, não é? Como a questão da violência já em 2002, em 2003, a questão da criminalidade e a questão da desigualdade social. Quand je suis revenue au Brésil, il y avait la question de filmer la société brésilienne. Et le défi, c'était de filmer un certain nombre de choses qui étaient très prégnantes, c'est-à-dire la violence, les inégalités, ces questions-là. Oui, a desigualdade social. Oui. Les inégalités. Les sociales, oui. Sociales, oui. Et le pseudo criminalidade, comment on dit ça? La question de la violence criminelle, de la criminalité pseudo, par quel bout la prendre, oui. Okay. Oui. E o que acontecia é que até então todo filme, né, que fala dessa questão polícia, favela, enfim, da questão, são filmes altamente, em geral, filmes ficcionais, mas mesmo os documentários, eles vão para a favela, né, eles sobem a favela e existe um maniqueísmo muito grande entre o herói, o bandido, enfim, e existe uma exploração da violência.
Não é? Os filmes exploram a violência num sentido dramático. Souvent, les films qui sont souvent les films sur la question des favelas, de la violence, de la pauvreté, montent vers la favela et explorent à l'intérieur du lieu la question de la violence, avec souvent beaucoup de manichéisme. Il y a le bandit, il y a le héros, et ce manichéisme-là qui est très tranché. E eu entendo, hoje em dia, mas sempre entendi, que para compreender a sociedade brasileira e todos esses aspectos, digamos assim, precisa se entender, na verdade, as instituições políticas e principalmente a classe média intelectualizada, a classe média, enfim, o Brasil rico e não subir a favela. Et du coup, pour comprendre cette violence, il m'est apparu que c'était important justement de réfléchir, de penser, de filmer les institutions, la classe moyenne cultivée, le Brésil riche, pas nécessairement de monter la favela, de rentrer dans la favela, mais bien de chercher à filmer cette justamente as estruturas que mantêm o status quo. Não é? As estruturas que mantêm a desigualdade social, a estrutura, o sistema judiciário que cria prisioneiros. Les structures qui maintiennent ce status quo, les structures qui maintiennent ces inégalités sociales, l'institution judiciaire, par exemple, qui maintient ces prisonniers. E o resultado foram Justiça, foi o filme Justiça e o filme Juízo. C'est le film Justiça et le film Juízo qui ont été le résultat de cette réflexion. Que se passa numa sala fria de paredes brancas e móveis móveis cinzas, e que sem espetacularização, não é, da violência, da criminalidade. Qui se passe donc dans une salle aux murs blancs, aux meubles bureaucratiques et gris, et qui n'ont rien d'une mise en spectacle, d'une spectacularisation de la violence. Ao mesmo tempo em que a gente sente a violência, né, do sistema, au même moment où on ressent la violence du système, par le récit, par la parole. Voilà, quelqu'un m'a dit que dans Justiça et Juízo, la violence implode. Hein? On dit ça? Oui, implode. Ou seja, que em Cidade de Deus a violência explode e no Justiça e Juízo a violência implode. Dans le film La Cité de Dieu, qui est un film de fiction sur des années 2000, tout début des années 2000, qui est vraiment avec tout ce manichéisme, la violence explose, alors que dans Juízo, elle implose. E voilà, bom, e promove justamente pensar todo um sistema e pensar toda uma situação de preconceito, não é? Porque existe sim um preconceito da sociedade civil em relação ao prisioneiro, ao réu, não é, como bandido. Então, pensar esse ser humano como ser humano contraditório. Penser, la contradiction, penser cet être humain qui est le prisonnier, comme être humain avec ses contradictions, c'est ce vers quoi ça tend. Como também comme le juge, comme l'advogado de défense. E nos meus filmes, então, eu tento revelar essa sociedade através do que eu chamo de teatro da justiça.
Et l'idée, à travers mes films, c'est de révéler, de rendre visible cela à travers le théâtre de la justice. E o Teatro da Justiça, então, através do Teatro da Justiça, a narrativa, o discurso, né, a parole, a interação entre a juíza e o réu, entre a advogada e o réu, entre o réu e a mãe do réu. São essas interações que revelam a própria desigualdade que produz o réu. Ce sont ces interactions qui rendent possible de voir à travers la parole, à travers les interactions, à travers les discussions, à travers de rendre visible ce qui se passe entre le juge, le détenu, l'accusé, à travers la parole. Oui. Mas acho que o finalzinho que é o seguinte, que é através dessa c'est à travers la parole que revela aussi o abismo, né? O abismo da sociedade brasileira. Quer dizer, a diferença entre a juíza e o réu que vem de uma comunidade pobre, não é? A maneira de falar. Le langage, la manière de parler de la juge, de l'accusé, révèle aussi ce gouffre entre les différents acteurs de la société et de ces inégalités sociales. Que produz o réu, que produz aquela situação. Qui produisent le juge, qui produisent l'accusé et l'accusation. Ou seja, que produz a criminalidade. É o abismo entre os dois. Oui, en fait, c'est la barrière linguistique qui fait ressurgir le fossé, le grand fossé social et toutes les inégalités sociales. On ne parle pas du tout la même langue et c'est là aussi que tes films sont passionnants, parce que cette question de la parole et de la circulation de la parole, parce qu'elle peut circuler et en même temps elle peut se heurter ou ne pas rencontrer d'écho, parce que finalement on parle pas la même langue. Ouais, c'est ça. C'est ça. E em Juízo, por exemplo, isso fica muito claro. Por exemplo, na questão, no momento em que, bom, no final da cena final, onde o réu, o menor, aquela cena meio patética, não é? Que o menor não tinha, ele foge no dia seguinte ao dia em que ele tinha sido liberado. Dans Juízo, la scène de fin où l'accusé, bon, cette scène qui a une certaine dose de pathos, où l'accusé qui est mineur fuit la veille du moment de sa possible libération. Oui. Non, il était libéré. Oui, mais porque ele não entendia, ele não entendeu exatamente como que ele estava liberado. Né? Ele não entende. Il n'avait pas compris qu'il avait gagné sa liberté, qu'il était libre. É patético porque e ao mesmo tempo simbólico, né? Você vê a juíza rindo, o promotor ri daquela situação absurda, né? Que mostra um certo absurdo do sistema judiciário. On voit la juge qui rit, le procureur qui rit de la situation, de cette incompréhension, qui est une démonstration implacable de ce système judiciaire, juridique. Oui. Ou, por exemplo, o menino que não sabe que dia ele nasceu e o promotor fala, mas você não sabe que dia você nasceu? Le jeune homme qui ne sait pas le jour, qui ne connaît pas le jour de sa naissance, et le procureur qui lui dit, mais enfin, tu ne sais pas quel jour tu es né.
e ao mesmo tempo não é a culpa do promotor, não é? É toda uma estrutura né, de sociedade que carrega ainda traços escravocratas, traços racistas, não é? Et bien sûr, ce n'est pas la faute du procureur, mais c'est là encore la révélation de tout le poids d'une société esclavagiste de domination. Oui, raciste aussi, conservateur. Oui. Você tem francês. Agora você fala francês. Que donne, voilà, Bolsonaro. Et pour toi maintenant, quando depois que eu fiz o Justiça e eu fiz o Juízo, justamente a sociedade civil, a mídia, a grande mídia, ela reforça essa tendência repressora, punitivista da sociedade brasileira. Après avoir fait Juízo, on a vu combien la société civile brésilienne, la média, renforçait ces traits dans la façon dans la société. Les grands médias, porque é como eles se referem, né, ao réu como o bandido, o menor como o criminalzinho, que tem que ser preso, que tem que ser punido. La façon dont les journaux parlent des accusés. Un accusé est un bandit, un mineur est un petit criminel, qui doit évidemment être capturé. Então, quando eu fiz, no caso dos menores, sempre sem rosto, não é? Sempre, simplesmente, o menor infrator, o bandido infrator. Et souvent, toujours sans visage, le mineur sans visage, qui fait des infractions et sans visage, sans nom, sans histoire, sans humanité. Então, quando eu fiz o filme, era importante, e eu não faria de outra maneira, era importante dar um rosto, uma história, um contexto para esses menores. Et quand j'ai fait le film, et je ne l'aurais pas fait autrement, il était important de donner un visage, un corps, une voix à ces mineurs. E por isso eu pensei esse dispositivo e convidei, não a participar, adolescentes, jovens de cidades, de comunidades pobres, de favelas, que vivem e viviam e ainda vivem as mesmas questões que os menores infratores, ou seja, eles poderiam estar sentados naquela cadeira. Et c'est pour ça que j'ai pensé ce dispositif, pour lequel j'ai convié des jeunes gens qui habitaient les communautés, les favelas autour, et qui vivaient un quotidien proche de ceux des accusés, et qui pourraient eux-mêmes se retrouver sur le banc des accusés. Voilà. Et il y avait beaucoup, hein? Il y a beaucoup encore. E principalmente, eu não queria que eles atuassem. Eu não queria ir atrás de jovens que quisessem atuar no teatro ou no cinema. Eu fui atrás de jovens que, justamente, que até mais, que tivessem uma relação mais próxima com os menores, por exemplo. Uma das menores é grávida, ela tem um filho, enfim. Então, eu fui atrás de uma menor que também já era mãe. Je ne voulais pas des jeunes gens qui étaient des jeunes comédiens, acteurs. Je voulais des gens qui avaient un quotidien
qui ressemblaient le plus possible à ceux qu'ils incarneraient. Par exemple, il y a une très jeune femme dans le film qui est enceinte, et j'ai cherché quelqu'un qui elle-même était mère. Eu posso dizer atualmente, né, porque já se passaram muitos anos, que alguns deles já tinham sido presos, ou no caso da menina que não quer voltar para casa, o irmão foi morto pela polícia e era do tráfico. Maintenant, je peux en parler parce que ça fait quelques années, mais certains d'entre eux avaient eu des démêlés avec la justice, la jeune femme qui dans le film dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle, son frère avait été tué par la police et était probablement en lien avec le trafic de drogue. Enfin. Donc c'est pour ça qu'ils sont très authentiques. J'ai un ami qui dit que c'est le chant et le contre-chant, et le chant, le contre-chant, c'est un documentaire sur la jeunesse du favela au Brésil. Por quelque chose rigolo. Por exemplo, quando eu trabalhava com os jovens, ou seja, eu ensaiava os jovens, porque primeiro vou rapidamente explicar que nós filmamos todas as audiências durante 4 ou 5 dias na vara, ou seja, os menores infratores de costas. Alors, juste pour expliquer le dispositif, on a filmé pendant 4-5 jours à peu près, donc on était les accusés mineurs étaient de dos et la caméra était derrière eux. Enfin, oui. Donc on a filmé la juge, le promoteur, l'avocat. Eles faziam muitas audiências, eram 20 audiências, 15 audiências por dia. Ils faisaient énormément d'audiences, c'était une quinzaine, une vingtaine par jour. Enfin. E depois eu entrei numa sala de edição e escolhi as melhores audiências que eu ia usar no filme, editei essas audiências. Et ensuite, je suis rentrée en salle de montage, j'ai choisi les meilleures audiences. J'ai fait des montages de ça. 12 ou 13. 12 ou 13, E fui à procura de jovens e escolhi os jovens e trabalhei com eles, ensaiei com eles o diálogo. Et du coup, je suis allée, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé les jeunes gens qui allaient incarner ces personnages vus de dos et j'ai avec eux fait des répétitions pour les dialogues, pour le Donc j'étais la juge. Ah ouais. Et c'était dans la même pièce ou c'était dans un décor? Non, c'était dans la même pièce. Toujours dans la même pièce. Il y avait l'autorisation de pouvoir pouvoir tourner dans les locaux. Oui. Eu sempre dizia para eles, né, que eu não queria que eles atuassem, mas que eles falassem aquele diálogo, né, que era exatamente mais ou menos o diálogo entre eles e a juíza, como se fossem mesmo eles naquela cadeira. Et je leur ai toujours dit que je ne voulais pas qu'ils jouent, que je voulais qu'ils soient le dialogue, comme si c'était eux dans cette chaise. E quando eles atuavam, digamos assim, eu dizia, não, você está atuando. Et quand ils se mettaient à jouer, je leur disais toujours, non, là, tu joues. Quanto mais você atua, menos no filme você vai entrar. Plus tu joues, moins tu seras dans le film. Uma juíza terrível eu sou. Je suis une juge très dure. Ça se voit dans le film, justement, avec le contre-champ. Ils n'auront pas l'air bien, les jeunes. Ils m'adoraient. Bon, et voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Je reviens. Je vais faire le traducteur. Voilà.
Dites-moi, je vais la dire. Ah, ouais, ça, je peux pas le dire, ça, ouais. Est-ce que vous pouvez le dire de vive voix, comme ça? Oui, allez-y. Allez-y. Bom, obrigado por esse festival incrível que está rolando. E minha pergunta é justamente sobre esses jovens que participaram no filme, porque eu trabalho um pouco com jovens no Brasil também, e tem uma questão muito complicada, principalmente jovens de periferia, que é a relação com o quadro institucional, e principalmente com o quadro da justiça. Os jovens, eles têm geralmente têm uma reação contrária a um quadro de justiça, justamente de entrar dentro de um tribunal, por exemplo, para alguns jovens de periferia, é algo impensável que eles façam isso de maneira voluntária e mesmo para participar de um programa. Ah, sim. Eu só queria saber como que foi a reação desses jovens que você convidou para fazer as filmagens, como que eles se sentiram dentro desse ambiente, que apesar de ser uma filmagem, ainda é um ambiente que representa o quadro institucional da justiça brasileira, com esses jovens de périphérie. Bon, je vais rapidement traduire la question. Donc, la personne dont j'ignore le nom remercie bien sûr le festival pour cette opportunité et dit que lui-même travaille avec des jeunes, effectivement, au Brésil, et que une des questions qui se posent, parce que généralement ces jeunes avec qui il entretient des relations ont quand même plutôt des réactions pas très sympathiques par rapport justement aux institutions et à la justice. Donc, ça m'intéresse de savoir comment est-ce qu'elle a réussi effectivement à trouver des jeunes qui allaient jouer, enfin interpréter ou apparaître en tout cas dans le film, qui justement allaient se dérouler dans cette institution et parler donc de cette question-là. Foi muito fácil e muitos queriam, né, ter a chance de uma experiência de cinema, de uma chance, de uma muitos assim, eu tive uma experiência às vezes muito dolorosa de ter que escolher e de ter por exemplo, eu tive que escolher entre duas moças, duas meninas, e a outra dizia, mas por que você está escolhendo ela? Eu também estou sofrendo, eu também tenho filhos, eu também... En fait, ça a été assez facile parce que j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont voulu participer parce qu'ils voulaient ne pas louper cette chance de pouvoir participer au film. Et pour moi, ça a même été difficile et douloureux d'un certain moment puisque je devais choisir. Et entre autres, j'ai dû choisir entre deux jeunes qui toutes les deux étaient mères. Et celle qui n'a pas été choisie a dit, oui, moi aussi j'aimerais, j'ai besoin, enfin, je voudrais participer. E a relação, e é claro, não só na justiça, mas a gente filmou no Padre Severino, né, na instituição. E naquele e era uma situação muito tensa, né? E esses meninos, grande parte deles, obviamente conheciam os meninos alguns que estavam presos. Et je n'ai pas seulement tourné effectivement dans l'institution de la justice, mais aussi dans un institut donc, de jeunes, donc le Padre Severino. Et forcément, beaucoup les connaissaient et avaient même des amis qui justement étaient prisonniers dans cette institution. E os, como dizer, não posso dizer igual os seguranças, mas as pessoas que trabalham, não é, nesse sistema socioeducativo que a gente diz, ali eles me diziam que os nossos menores, os nossos jovens, não podiam falar com os presos, os amigos, não podiam fazer assim, não podiam, eles tinham que ficar calados, em silêncio, porque para evitar qualquer tipo de tensão, não é, ali, e eles faziam isso, era muito tenso, porque eu tinha que controlar o tempo todo. Et donc, les personnes qui assuraient la sécurité nous disaient que les jeunes donc, qui allaient participer au film ne pouvaient pas entrer en communication avec leurs amis qui étaient prisonniers, enfin, ni leur faire un signe ou quoi que ce soit. Et il y avait effectivement une grande tension pendant ce tournage et on devait tout le temps
effectivement être très attentif à ce qui se passait. Alors peut-être, quand Maria Augusta a avoué être la juge des contre-champs de Juiz, non sans humour bien sûr, une question qu'on se pose quand on voit vos longs métrages, et peut-être plus particulièrement encore la trilogie de la justice, c'est où êtes-vous pendant le tournage concrètement? Ce sont, on a beaucoup dit que ce sont des films d'observation, ce sont aussi, à mon sens, des films d'écoute. Comment préparez-vous l'écoute de ces tournages et au moment de tourner, puisque vous ne faites pas l'image de vos films et vous n'enregistrez pas le son vous-même, comment justement vous travaillez cet équilibre pour trouver la juste place? Et je pose aussi cette question, puisque évidemment la question de la parole, comme on l'a dit, est centrale, mais il y a aussi des moments très beaux où cette parole se transforme. Je pense au moment de parloir dans Justice, où soudain, en fait, quand les paroles deviennent trop intimes, ça devient une espèce de relief sonore où on ne peut plus entendre ou comprendre les mots, mais on sent qu'il y a une présence, qu'il y a une rencontre extrêmement importante, que d'une certaine manière, vous laissez vivre à vos personnages leur vie intime, vous le montrez juste dans ce cadre-là, mais vous ne cherchez pas à forcer le sens de ce qui se passe. Où êtes-vous? Je suis à côté du caméraman, vraiment à côté. Je suis un contrôle freak. C'est horrível. Não, sim, é claro que existe uma sensação, e também respondendo à pergunta do Frank, sobre construir essa confiança, não é, para ter acesso à intimidade dessas pessoas. E isso é algo que ela se dá no sentido de que eu converso bastante com as pessoas, converso com os personagens, eu chamo de personagens. Et bien sûr, il y a une question qui est très importante, c'est de gagner la confiance, effectivement, de ces personnes pour arriver à leur intimité. D'ailleurs, je les nomme, je les appelle mes personnages. E é uma relação de se doar também e de... eles precisam me conhecer, então não só eu os conheço, mas eu preciso também dizer como eu penso o filme, como a gente vai fazer o filme, por que um filme sem entrevista, enfim, é um processo realmente de construir uma amizade, praticamente. Et en fait, pour moi aussi, il s'agit de m'exposer, de me montrer, de dire ce que je cherche dans un film, pourquoi je refuse en fait des entretiens dans le film. Donc il faut vraiment construire cette relation d'amitié, il faut qu'ils me connaissent et réciproquement. Porque eu não filmo o tempo todo. Não é assim, e nem acho que seja bom filmar o tempo todo. Primeiro que é impossível e também porque eu acho que são momentos que se trabalha para conseguir, não sei como dizer isso, é um tipo de, não sei se cristalizar, mas que se trabalha para chegar a um resultado, né? Uma cristalização de algo que se dá no momento da filmagem. Hein? Bien sûr que je ne filme pas tout le temps, je ne peux pas tout le temps filmer parce qu'il faut aussi justement passer du temps pour créer cette relation et pour aboutir lorsqu'elle cherchait vraiment, je ne sais pas si elle a réussi à l'exprimer, arriver effectivement à une espèce de cristallisation de ce qui va arriver par la suite quand elle va filmer. Donc il faut préparer peut-être cette magie qui va arriver dans cette relation qu'elle entretient avec ses personnages. Mesmo assim, não seria possível filmar por uma questão, obviamente, de financeira, por uma questão, né, da vida das pessoas, mas porque eu também não poderia, eu não quero, né? É como se aquele momento fosse um momento
fosse... existe uma tensão naquele momento de filmagem. Bien sûr, évidemment, je ne peux pas filmer tout le temps parce qu'il y aura aussi des questions financières, mais moi, j'ai besoin aussi de ce temps-là pour atteindre mon objectif. E também porque uma filmagem é algo absolutamente... é um momento de construção formal. Voilà, c'est ça. Existe uma construção formal em que existe uma proposta, um dispositivo formal para conseguir essa autenticidade da realidade. Hein? Et aussi parce que le fait de filmer, c'est une proposition formelle et il faut que j'arrive à ça pour arriver à trouver l'authenticité. Donc je crée ce dispositif pour arriver à atteindre cette authenticité que je recherche. C'est pas une caméra qui fait comme ça, voilà. Hein? C'est pas une caméra qui veut être la réalité ou qui donne l'idée de on a vraiment en train de filmer la réalité. Hein? C'est quelque chose de très formel qui aussi parce que un film c'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité. Pardon, non, je ne veux pas te couper, mais... Non, ouais. C'est pas le français. Je peux traduire du français en français, mais je pense que tout le monde comprend. Mais c'est comme ça qu'on commence, hein, c'est très bien. On l'encourage. Non, du coup, c'est pour rebondir justement sur cet aspect formel, parce qu'il y a un film qui est très important et qu'on montrera demain, qui est Au Processo. Je pense voilà, il faut quand même qu'on en parle, parce qu'on a parlé des films précédents. Là, pour le coup, la forme est quand même un petit peu différente. Je veux dire, c'est pas qu'elle est moins maîtrisée, hein, c'est pas ça du tout, mais on sent qu'on est plus dans l'urgence. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe, même si tous les films précédents, finalement, n'ont fait qu'annoncer la catastrophe, mais là, on y est. Et en fait, vous saisissez justement ce qui est en train de se passer. Et du coup, la forme est un petit peu différente. Ça, c'est voilà, dans l'écriture cinématographique, même s'il y a toujours quand même cette question de la distance et de laisser le spectateur penser par lui-même, lui donner tous les éléments. Et en même temps, voilà, il y a cet aspect aussi politique. Je pense qu'on doit aborder un petit peu, parce que voilà, le cinéma est politique et votre cinéma l'est justement dans sa forme. Et là, Au Processo, enfin voilà, c'est presque plus qu'un film, c'est un document historique sur vraiment une catastrophe démocratique qui s'est passée. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, c'est-à-dire quelque part presque, est-ce qu'il s'agissait d'une intuition, le temps de tournage que ça a pris, justement le dispositif qu'il a fallu revoir, et puis aussi comment on arrive à faire un film comme Au Processo quand on est encore au cœur de la catastrophe, en fait, quoi. Le recul, saisir sur le moment le recul, enfin, c'est quand même... Enfin, c'est un film impressionnant parce qu'il saisit un moment de l'histoire véritablement, et qu'on en vit encore les répercussions, enfin, surtout au Brésil aujourd'hui. Oui. Très difficile. Né? O Processo foi filme muito difícil por várias razões, porque justamente pela sua urgência, mas porque não se sabia exatamente o que ia se passar, o que poderia se passar a qualquer momento. E no início eu fui para Brasília
pensando que o impeachment não seria, digamos, aprovado na Câmara dos Deputados? Alors effectivement, c'est un film très difficile, non seulement à cause de l'urgence, mais aussi parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait en résulter. Enfin, on ne connaissait pas le résultat. Et quand je suis allée à Brasilia au début, je ne pensais pas que l'impeachment serait voté, serait accepté. Então, quando isso finalmente se dá e logo depois daquele momento que é, na verdade, no filme, a primeira cena do filme, que é a votação na Câmara dos Deputados, que no Brasil nós nos referimos como o Circo dos Horrores. Et en fait, c'est ce qui se passe. Effectivement, vous allez voir la première image du film et celle qui est filmée dans la Chambre des députés, donc après le résultat. Et cette chambre qu'on appelle aussi la Chambre des horreurs. Non. Le cirque des horreurs. Non, pas la chambre. Voilà. C'était pas la chambre, c'était le moment, c'était la chambre. Hein? Dans la chambre. Não. O que eu quero dizer é que o momento, o Circo dos Horrores, foi o momento da votação, e não que a Câmara dos Deputados é a Chambre dos Horrores. D'accord. Ok? Donc, excusez-moi. Non. Ce qui s'est passé, effectivement, ce qui a eu lieu dans la Chambre des députés, c'est ce qu'on appelle le Cirque des horreurs. Le fait qu'on a voté. Oui, sim. E lá eu tive que tomar uma decisão, vou ou não fazer o filme, e nesse momento não tinha financiamento, não tinha dinheiro, eu não conhecia eu não conhecia os senadores, eu não conhecia os deputados, eu não conhecia a presidente, então foi tudo, não houve preparação, não houve pesquisa, no dia seguinte eu comecei a produzir, a filmar o filme e procurar os personagens ao mesmo tempo que eu filmava. Bon, et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de filmer. Bien sûr, j'avais pas de financement, je ne connaissais pas les sénateurs, je ne connaissais personne. Enfin, et donc j'ai dû commencer effectivement à filmer et en même temps à essayer de trouver les personnages que j'allais suivre. Voilà, tout se passait en même temps. E ficou muito claro para mim, assim, nesse momento, porque é importante, quando eu começo a fazer um filme, ter uma estrutura, né, na minha cabeça, uma estrutura de como, ou uma cronologia, enfim, uma estrutura de como o filme... Pode ser que essa estrutura mude, mas é importante que eu tenha enfim, são escolhas que eu preciso tomar desde o primeiro momento. Né? Et en fait, quand je filme, j'ai besoin d'avoir une structure, de savoir où je vais, comment je vais construire le film. Et c'est quelque chose dont j'ai besoin dès les premiers moments, dès le début. Même si ça change après, hein? Même si ça change. Então, naquele momento, eu decidi que o filme deveria ser sobre o processo jurídico-político que se deu no Senado e ter uma unidade de local, ou seja, Brasília, e de tempo. Ou seja, o filme seria sobre o processo. Et donc j'ai décidé que le film serait sur ce procès judiciaire, politique qui se passait donc dans le Sénat, donc c'était l'unité de lieu, et à Brasilia. Donc ce serait un film sur le déroulement du procès. Porque o impeachment é tema enorme, né? Você pode fazer um filme sobre o impeachment da presidenta Dilma de várias maneiras, de várias perspectivas, em São Paulo, no Rio, quer dizer, haviam eventos acontecendo a todo momento. Parce que l'impeachment en tant que tel, effectivement, on pourrait le montrer de différents aspects. On pourrait le montrer depuis Rio, depuis Sao Paulo, puisque beaucoup d'événements se sont passés, effectivement, au même moment dans différents endroits. E aí eu fui à procura, né, dos personagens, porque meus filmes são construídos a partir do cotidiano dos personagens,
Os personagens são os meus guias, digamos assim. Et c'est pour ça que je suis allée à la recherche effectivement des personnages, puisque j'ai besoin, mes films sont construits autour aussi du quotidien de ces personnages, et je les considère comme mes guides. E os personagens são claramente, como é filme de tribunal, não é? É filme, it's a courtroom drama, é filme de tribunal. Então, os personagens são os juízes, são o defensor da presidenta Dilma, a acusação, os juízes que defendiam, os senadores que defendiam, os senadores que eram a favor do impeachment e, é claro, a própria presidente. Et donc, comme c'est un film de tribunal qui se passe dans un tribunal, les personnages, bien sûr, ce sont les juges, ce sont les avocats de la défense, ce sont les différents sénateurs et bien sûr aussi la propre présidente. É claro que num processo de impeachment, os senadores são os próprios juízes, né? É processo político-jurídico. Dans le cadre effectivement de l'impeachment, en fait, les sénateurs, en quelque sorte, sont eux-mêmes les juges. C'est pour ça que c'est un procédé juridique et politique. J'ai beaucoup filmé, beaucoup. C'est 450 horas de material, como on dit ça? 450. Et la montage, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais bon, on a réussi, voilà. J'ai entré, la monteuse, elle est incroyable aussi. Elle était enceinte, c'est très intéressant. Et voilà. Et peut-être, oui, comme Proc le disait, au Processo est à la fois un incroyable film de procès et un document historique. Du coup, on a l'impression, ou du moins la question que j'aurais, c'est est-ce que le montage a été un moment archéologique du présent? Comment précisément vous avez travaillé avec Karen Ackerman, si je ne me trompe pas, qui est donc la monteuse do Processo, pour trouver un chemin à partir des personnages que vous avez choisis? Comment passer de 450 heures de rush à 2h15 de film? C'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup de choix. Oui. Ouais, le film, je travaille avec la scène. C'est comme un petit peu comme la fiction, voilà. Donc, por exemplo, uma reunião que durava 2 horas, ou uma comissão que durava 4 horas, nós víamos todo o material, editávamos os melhores momentos e íamos editando, íamos depurando, não é? Cada cena que nós queríamos dentro do filme. É trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de depuração mesmo, cena a cena. C'était qui? C'est qui l'assistante? Non, du coup, c'est vraiment presque c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire je travaille scène par scène, et donc je prends un moment, une séquence, on peut avoir peut-être 4 heures ou 2 heures de rush, et à ce moment-là, on va et on élague, on épure petit à petit, au fur et à mesure, de façon très minutieuse, jusqu'à trouver la séquence. La scène. Mais du coup, c'est particulier à Au Processo ou c'est le même c'est le même process pour tous les films, mais avec beaucoup moins d'heures de rush. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. É claro que, como foi filme que não houve preparação e eu fui escolhendo os personagens, enfim, eu filmei muito mais. E quando nós começamos a editar,
assim, eu e a Karen já tínhamos uma ideia de que personnages deveriam realmente se tornar personnages principais. Non, et du coup, comme c'est un film avec beaucoup moins de préparation, donc il y avait en fait beaucoup plus de personnages parce que c'était moins sûr lesquels allaient devenir des personnages principaux. Et donc, au moment où on a commencé le montage avec Karen Ackerman, donc la monteuse du film, on avait déjà une idée de qui allaient être les personnages principaux et c'est allé. Sim. E, por exemplo, 100 horas, mais ou menos 80 horas, foram meio jogados fora, porque era um momento das filmagens que tinham acontecido na Câmara dos Deputados e que nós decidimos, eu decidi que apenas a primeira cena, o Circo dos Horrores, seria usado no início do filme. Et du coup, assez vite, environ 80 heures sont parties parce qu'on avait décidé, j'avais décidé assez vite que ce qui se passait à l'intérieur de la Chambre des députés, de ça, nous n'allions garder que cette première séquence qui ouvre le film, qui est donc ce cirque des horreurs, où les uns après les autres, les députés disent s'ils votent ou non l'impeachment. Uhum. E talvez seja interessante falar sobre isso, que a relação talvez com a música de estrutura é que na edição e na maioria dos meus filmes existe sempre um prólogo, né? Todos os filmes têm um prólogo antes do título. Peut-être on peut en reparler sur cette question musicale, cette question de structure narrative musicale. C'est-à-dire chacun de mes films, avant même le titre de début, le générique de début, a un prologue, quelque chose qui intervient avant. Continue. Non. Sur cette idée. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose comme un prologue, le développement et après la coda. C'est toujours. Mais finalement, qui est comme un thème. C'est-à-dire ce prologue qui va être comme un thème qui va donner finalement la couleur, si je puis dire, oui, du film dans la foulée. Et non, cette question de la musicalité. Alors il y avait le son, Claire en parlait tout à l'heure, qui est vraiment 50% du réel, on va dire, vraiment, et donc du film. Après, il n'y a pas de musique, il n'y a jamais de musique. Et en fait, toute la musicalité, elle est dans le montage. Elle est, et je pense, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce film, mais de Futuro Gino, où là, on a plusieurs personnages, et donc on va les suivre. Enfin, il y a un côté quasiment film choral, ce qu'on appelle le film choral, et donc différents personnages qu'on va retrouver. Et il y a une vraie musicalité. C'est quasiment une ronde, et ça, c'est quelque chose qui passe par le montage et qui participe du récit. La musicalité, quelque part, de toutes tes études, elle est là-dedans. Concrète, oui, le son concret, oui. Ouais. Oui, je pense, oui. Ouais. Oui, c'est tout à fait. Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est exactement. Non, alors pardon, oui, pour arriver à une question. Mais est-ce que c'est juste du coup parce que c'est ta manière d'écrire et donc c'est quelque chose qui va se travailler au montage. Est-ce que c'est déjà quand même aussi pensé au tournage, même si même s'il y a tout un dispositif qui est mis en place, la caméra, le cadre est vraiment posé. En même temps, ce qui va se passer devant la caméra, ce qui va se passer dans le cadre, ça, on n'en sait rien. Il y a quand même toujours cette surprise. Mais il y a quand même cette recherche je veux dire presque de ces éléments qui vont faire la musique, de le provoquer, de le chercher, ou peut-être de si tel plan
tu te dis tiens là il y a quelque chose et du coup qui va peut-être engendrer le deuxième, même si tu le savais pas, mais sur le tournage. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent déjà dans ton esprit au moment du tournage? Et pas simplement au montage, parce qu'on pourrait se dire voilà, la musicalité elle va se faire au montage parce que le montage on va jouer, ok, ce plan plus ce plan ça marche pas très bien, là par contre ça marche bien, on sent vraiment le rythme de la séquence. Est-ce que déjà même au tournage il y a déjà une idée, presque tu commences à monter avant même le montage, au moment où sim. Quase que durante a filmagem, eu digo que filme é produto de processo cinematográfico que se dá na filmagem e se dá na edição, mas certamente na filmagem também. Je dis que le film est le fruit d'un processus qui arrive à la fois pendant le tournage et pendant le montage. E quando nós estamos filmando uma cena, na minha cabeça, assim, primeiro eu e a equipe somos os primeiros, o público daquilo que se passa, não? Na nossa frente, né? Que nós não sabemos exatamente, eu não sei exatamente o que vai se passar, digamos assim, né? Mas nós sabemos como nós vamos reagir, nós vamos filmar uma cena específica. La chose, c'est que moi, mon équipe, nous sommes les premiers spectateurs de l'événement qui nous est donné à voir. Donc, on ne sait pas tout à fait ce qui va se passer. On peut intuiter, mais on est là et on va réagir les premiers à ce qui se passe. Porque é claro que, por exemplo, numa situação de conversa, numa situação como uma audiência, existe um rito, não é? Existe um ritual, sabe-se o que, não é, que vai se repetir esse rito, mas exatamente o diálogo, exatamente o que vai ser dito, não se sabe. Il y a toujours un rituel, comme par exemple dans une rencontre dans une salle. Il y a un certain nombre de rites qui vont avoir lieu et on sait, on peut connaître la forme, mais on ne connaît pas évidemment les paroles qui vont être échangées, la chose qui va être dite. O mesmo num caso de protesto de rua ou de uma grande reunião de trabalhadores em greve. C'est la même chose pour une manifestation dans la rue ou une réunion de travailleurs en grève. Que a gente vê, que on voit dans Futuro Junho. Ok? Et là, en même temps qu'on tourne, je suis en train de quand même faire de monter dans ma tête. Parce qu'il faut avoir des choses pour les images, pour établir la scène, para conseguir, digamos, fazer todo em que na edição eu consiga filmar, consiga editar uma cena inteira. Uma cena qui tenha início, meio et fin. Parce que du coup, je fais le montage dans ma tête parce que je saisis ce moment et je me dis en même temps comment est-ce que je vais faire pour donner à cet événement un début, un milieu, une fin, comment est-ce que je vais construire une séquence. Assim, exemplo muito simples é quando a gente está filmando uma conversa, por exemplo, a conversa, no caso do processo, as reuniões, ou no Futuro Junho, a conversa entre o motoboy e a vendedora de jazigo. La discussion, par exemple, les discussions au procès entre les sénateurs ou la discussion dans Futuro Junho entre le motoboy et la femme qui vend les caveaux. Eu preciso filmar momentos em que uma pessoa ouça, porque eu preciso de listening shots para poder conseguir editar digamos,
uma cena que se dá em 30 minutos, eu preciso resumi-la, né? Eu preciso editar e que ela precise se tornar 5 minutos. Donc j'ai évidemment besoin de plans de gens qui écoutent, de plans d'écoute pour pouvoir transformer ces 30 minutes en tirer 3 minutes de l'essence de ce moment. E é claro, como você disse, que existe, e cada cena ou cada événement a une conséquence. Né? Então, digamos, se acontece, se existe uma greve e eu estou acompanhando esse personagem que é grevista, e aí se dá uma cena em que a greve é julgada numa situação de tribunal, decidimos que vamos filmar esse tribunal e depois as consequências do que se passa no tribunal. Então, as coisas vão se desenvolvendo, né, e vont tomando forme. Et du coup, bon, on filme une grève et ensuite il y a une décision de justice qui va être rendue à propos de cette grève et donc on décide de filmer ça et ensuite on décide de filmer la conséquence de ça et à partir de là il y a une série d'événements qui prennent forme. E por exemplo a reunião que eu acho que a cena no Futuro Junho que tem uma força e tem um simbolismo muito grande para mim, que é essa cena do motoboy com a vendedora foi uma cena que ela surgiu do nada, né? Eu fui filmá-lo e aí ele me disse, 15 minutos atrás veio aqui uma moça, uma vendedora de jazigo. E ela deixou aqui o cartão dela. E aí eu liguei imediatamente para a vendedora e pedi para ela, perguntei se eu poderia filmá-la, né, vendendo o jazigo. La séquence qui pour moi a une autre valeur symbolique dans Futuro Junho, entre ce motoboy et cette femme qui vend donc des caveaux, elle s'est passée par hasard. Je suis allée le filmer lui, il m'a parlé de ce qui venait de lui arriver, de cette femme qui était là, qui vendait des caveaux, et elle avait laissé sa carte, je l'ai appelée, et lui ai demandé si elle voulait bien que je la filme, et la scène a pris corps. Encore une fois, voilà. Ce qu'elle fait, porque ela repete aquilo 10 vezes, 15 vezes ao dia. Elle répète ça 10, 15, 20 fois par jour, et donc là, elle la refait. Elle connaît bien son rôle. C'est pour continuer dans la série Maria Augusta Ramos, où êtes-vous quand vous tournez et approfondir aussi la question de Franck sur la dimension mélodique de vos films. Je pense que l'une des forces politiques de votre cinéma, c'est de réussir à faire tenir ensemble plusieurs points de vue sans jamais forcer un montage en parallèle ou sans forcer la comparaison, mais juste montrer que la complexité de la société brésilienne fait que plusieurs entités tiennent ensemble, parfois tant bien que mal. On le voit dans Morro dos Prazeres notamment. Une de mes questions, en pensant notamment à comment l'incarcération de certaines personnes se déroule tandis que d'autres continuent à vivre leur vie civile en les attendant, ça c'est dans Justiça et dans Juízo, repense à Morro dos Prazeres, c'est donc au quotidien des policiers pacificadores en charge de la pacification des favelas, alors même qu'il y a des habitants qui, eux, restent avec cette historique de génocide policier et ont du mal à penser que ça va amener une dimension pacificatrice. Dans Futuro Junho, où vous développez le point de vue de 4 personnages qui sont acteurs de près ou de loin avec la vie économique du Brésil. Ma question, c'est pendant les tournages, comment vous réussissez à vivre toutes ces lignes? Est-ce que vous en vivez une puis l'autre? Est-ce que vous articulez déjà le montage? Vous en avez un peu parlé, mais
vraiment peut-être plus revenir sur cette dimension de construction narrative et peut-être dire que ma sensation, c'est que vous opérez comme Orlando dans Morro dos Prazeres, c'est-à-dire être capable d'être entre les deux mondes, mais de surtout donner beaucoup d'estime de soi aux personnes que vous filmez. Orlando, c'est donc ce personnage qui à la fois distribue toujours des lettres d'amour. Dans le Morro dos Prazeres, il n'y a jamais de facture, que des lettres d'amour, et qui forme aussi un groupe de jeunes filles au foot. Très beau. Et donc surtout à l'émancipation de soi et à la possibilité de tenir tête. Oui, acontece ao mesmo tempo, né? Acontece no caso de Futuro Junho, filmamos 4 semanas antes do World Cup. Essa era a proposta do filme, e seguindo essa rotina, esses 4 homens também foi uma decisão. Eu queria 4 homens que representassem segmentos da economia, então o mercado financeiro, a indústria através, né, da Volkswagen, o metroviário, e o motoboy, que significava essa classe pobre que, devido à política da esquerda, do Lula, se tornam a classe média, né, a classe média emergente, né? Essa aí foi difícil. Est-ce que je... Non, je vais faire. En fait, il y avait l'idée de filmer donc dans le dispositif 3 semaines avant la Coupe du Monde, et de suivre 4 personnages qui incarnaient chacun différents éléments de différentes classes économiques. Donc l'homme du marché financier, l'homme de l'industrie, comment que c'est le metroviário, l'employé du métro, et le motoboy, c'est donc ceux qui sur leur moto ou une moto empruntée conduisent font du mototaxi, voilà. Ou apportent des coursiers, voilà. Le coursier, oui. J'avais pas entendu. Non, mais et donc voilà, donc c'était important que ce soit 4 hommes aussi. J'avais fait ce choix-là, qui était un choix, voilà, 4 hommes, 4 classes, et dire alguma coisa. Non, c'est ça, je pense. Oui. Porque eu queria justamente discutir a questão do neoliberalismo e a questão dos desafios que o crescimento econômico do Brasil, naquele momento da economia brasileira, estava se colocando. Et oui, en fait, je sais ce que j'ai oublié de traduire, c'était que justement, il y avait cette question où cette classe sociale du motoboy était en train d'accéder, grâce à l'ère Lula, à quelque chose d'une classe sociale légèrement supérieure. Donc il y avait une transformation là. O que chama de a classe média emergente. La classe moyenne émergente. Desculpa, era isso. Et du coup, c'était aussi l'idée de donner à voir le néolibéralisme et d'arriver à le défi, les contradictions d'une économie qui se transforme et qui il y a aussi des conséquences qui sont qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Je vous propose. Non, imagina, problema nenhum. Est-ce que je suis obligé, toi? Ouais. Du coup, non, pour aller vers Naotoke Meu Companheiro. Oui. Hein? Oui. C'est ça. Donc c'est quoi? Non, bouge mon pote. Ne touchez pas mon camarade. Non. Ah non, ça marche pas. Ah ouais. Oui, on t'expliquera après. Mais il y a déjà une grande histoire. Ouais. Mais
mais du coup qui est à la fois, du coup je rebondis par rapport à cette, justement à cette idée, à cette conception de la scène. Je pense la scène, je filme, enfin voilà, une scène qui va avoir des conséquences, et du coup je vais filmer les conséquences et ainsi de suite. Finalement, c'est exactement la même chose sur les films. C'est-à-dire quand on prend les films, il y a vraiment une succession et du coup Naotoke c'est la suite, j'allais dire de Futuro Juno, c'est-à-dire de cette classe moyenne émergente, et c'est la suite aussi de Au Processo, d'un idéal démocratique qui s'effondre, ou en tout cas voilà qui est volé, j'ai envie de dire, et là du coup c'est un film où on revient sur une lutte dans les années 90, et toujours pareil, cette question de la parole, c'est-à-dire la confrontation, ou en tout cas de passage de parole, non pas de relais, mais vraiment de parole, entre cette génération qui a lutté dans les années 90 et une jeune génération qui n'est pas du tout dans la même conception de la lutte. Donc toujours quand même cette idée aussi du politique, plus que de la politique, mais du politique, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de cette circulation entre générations, circulation de parole entre générations. C'est le film qu'on verra tout à l'heure, ton dernier film, voilà, qui peut paraître aussi un petit peu différent par rapport à ce qu'on a pu dire maintenant, parce que c'est un film qui travaille aussi avec les images d'archives, etc., mais en même temps qui est complètement dans la lignée de cette question de la parole. Et du coup, c'est quoi? C'est Au Processo qui a amené ce film, ou... Ah oui, não, en fait, eu fui convidada, obviamente, as pessoas são por grupo de trabalhadores da Caixa Econômica que viveu isso e que assistiu o processo e que me convidou, né, para contar essa história. Eles acreditavam que era importante falar dessa memória, desse movimento sindical, que essa história que ninguém conhecia. Ce film, il est particulier aussi parce que ce sont des travailleurs qui m'ont appelé. Né? Bancários também, oui, né? Des travailleurs de la banque, qui ont vu au process et qui m'ont appelé pour venir raconter leur histoire. Donc c'était parce qu'ils estimaient que c'était important que cette histoire soit racontée. E eu eu acho que nesse momento, né, atual, e não só no Brasil, mas no mundo, diante de pensamento neoliberal, de um individualismo crescente, de ataque aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, existe essa história de solidariedade, né, muito simbólica, e ela precisa ser contada. Ou seja, no momento que existe tão pouca solidariedade. Il me semble que dans un moment où il y a si peu de solidarité, cette histoire de solidarité, elle a besoin d'être racontée, d'être transmise. Oui. Porque o que o neoliberalismo faz justamente através da pseudo-meritocracia criar, enfim, a competição entre os trabalhadores, não é? Parce que le néolibéralisme fait ça, enfin, sous prétexte de méritocratie, il crée la compétition entre les travailleurs. Enfim, destrói a solidariedade, né? Quer dizer, cada por si, cada enfim, produz, promove grande individualisme. C'est la promotion de l'individualisme, du chacun pour soi et de la destruction des solidarités. E por isso também a destruição, né, dos direitos dos trabalhadores, enfim, que nós
vemos no mundo todo, inclusive na França. Et le corollaire de ça, évidemment, qu'on voit aussi en France, c'est la destruction des solidarités entre les travailleurs, des liens entre les travailleurs. Oui, les droits aussi. Voilà. Então, no momento que eles me convidaram, eu imediatamente propus que se contasse a história, mas que se ela trouxesse essa história para o presente, que fizesse um paralelo entre o momento Collor, que foi o primeiro momento, e o momento Bolsonaro. Et du coup, il m'a semblé que c'était important, oui, de raconter cette histoire, mais en la mettant en lien avec le présent, de faire un parallèle entre le moment Collor, qui a été le premier moment, 3 petits points, le premier moment du néolibéralisme au Brésil, et qu'ils ont essayé, mais c'est pas marché, pas trop. Ouais. Et après le gouvernement Bolsonaro. Faire un parallèle donc entre les années Collor avec cette tentative et le contemporain. Oui. Et aussi comme tu dis, les jeunes, la génération, la jeune génération, qui écoute, parce qu'il y a vraiment, enfin, vous allez voir le film, mais c'est vrai qu'il y a encore une fois, dans le travail d'écriture, du montage, et de comment finalement cette parole de ces employés qui se sont battus, donc c'était dans les années 90, et donc qui veulent laisser mémoire en fait de ces luttes, et comment on va passer petit à petit sur les jeunes générations qui sont comme nous ici, hein, finalement un petit peu en mode circulaire, c'est-à-dire que la caméra est toujours frontale, mais ceux qui sont en face sont un peu presque comme dans une thérapie de groupe, et du coup de ces jeunes, et du coup qui regardent, qui écoutent ce que les anciens leur disent, mais ils sont pas ensemble, ils regardent une image, et du coup c'est comment ils se positionnent eux par rapport à cette histoire. Ça c'est encore une fois c'est vertigineux, parce qu'on met pas les anciens et les jeunes ensemble là pour qu'ils discutent. C'est que en fait le dispositif que tu as développé, c'est qu'il y a les anciens, ils sont ensemble, ils se retrouvent, et donc il y a des images d'archives de la lutte à l'époque, et ils échangent leurs souvenirs. Qu'est-ce que c'était que cette lutte, comment ils se sont impliqués, quelle importance ça pouvait avoir, et en fait on va avoir ces jeunes, cette jeune génération qui regarde les images, qui les écoute, et c'est pas tant qu'ils vont commenter, c'est comment ils vont se positionner par rapport à ces anciens, et c'est encore une fois c'est riche d'enseignements, très certainement pour le Brésil, mais pas que. C'est vraiment là on embrasse, je veux dire, ça nous concerne. Porque eu acho que é importante falar para o público que eles são funcionários da Caixa Econômica, que é um banco público extremamente importante para o desenvolvimento brasileiro, e que está sendo, enfim, que os neoliberais e certamente o governo Bolsonaro querem privatizar. Ces fonctionnaires, ils travaillent, c'est dans une banque qui s'appelle la Caixa Econômica, la Caisse économique, qui est une banque publique qui a été très importante dans le développement du Brésil et que le gouvernement Bolsonaro veut privatiser. Na verdade, eles estão tentando vender como carro, né? Que você vende as partes, vende partes departamentos da Caixa Econômica, e nesse sentido enfraquece o banco, né? Enfraquece. Ils essayent de le vendre comme une vieille voiture, c'est-à-dire par pièce. Donc, et à chaque fois qu'ils vendent une pièce, évidemment, ils fragilisent la structure de la banque, et donc ça. On a un peu la même chose avec la sécurité sociale en France. Je trouve que je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Oui.
Oui, mais... oui. E também, falando de Bolsonaro, é como o Bolsonaro faz, é o modus operandi do Bolsonaro, que é destruir as instituições por dentro. Né? C'est le mode opératoire de Bolsonaro de détruire les institutions de l'intérieur. Por exemplo, escolhendo o diretor que vai paralisar a instituição. Então, como ele não pode acabar com elas, né, ele vai destruindo por dentro. Ele vai Comme il ne peut pas éliminer une institution ou une autre, il met à sa tête quelqu'un qui va paralyser l'institution, ce qui est une autre façon de la détruire. Por exemplo, no Instituto Palmares, que é um instituto instituto que celebra a cultura negra no Brasil. Par exemple, dans l'institution Palmares, qui est un endroit qui célèbre la culture noire au Brésil. Doivent célébrer, hein? Que doivent célébrer la... Devrait, oui. Voilà. Ele coloca diretor que é negro, mas que é negro absolutamente racista. Il a mis à sa tête un homme noir, qui certes est un homme noir, mais qui est un homme noir absolument raciste. Et qui paralisa todo tipo de proposta, né, que sabota por dentro a instituição. Qui paralyse n'importe quelle proposition et qui sabote de l'intérieur l'institution. Et comme ça, le ministère des Relations sociales, le ministère de la Femme, l'agence du cinéma, c'est comme... Voilà. Je crois qu'il y avait une question avant. Eva, tu es là. À quelle heure elle est la séance? À 21h, d'accord, on a encore un peu de temps. Mais on va quand même... Il est 9h10, on va peut-être écourter après, peut-être que tu es fatigué. Non. Ça va? Oui, ça va. Qui c'est qui voulait poser une question? Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Personne. Vous croyez que... Je vais essayer de parler fort. Ah, vas-y. Je voulais dire que je ne connaissais pas du tout votre cinéma. Et je trouve très intéressant parce qu'on découvre bien sûr la société brésilienne à travers votre cinéma. Et est-ce que vous pensez, enfin vous l'avez un peu expliqué, mais entre les films, j'ai vu 3 films jusqu'à présent, le premier de 2004 et celui d'hier, je crois, de 2017, est-ce que vous pensez que cette société brésilienne, qui est une société de contraste, est une société... Est-ce que vous pensez que l'avenir va être positif, optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir de votre pays, ou est-ce que vous pensez que tous les contrastes qui existaient déjà à l'époque, tous ces problèmes qu'il y avait dans les favelas, vont être résolus un jour? Parce qu'on a l'impression, moi j'ai vu un film en 1980, Pixote, la loi du plus faible, qui était le premier film, avec les escadrons de la mort, et j'ai l'impression que la situation au Brésil actuellement, malgré les gouvernements successifs, n'a pas changé, qu'il y a encore autant de contrastes. Je le vois comme ça en tant qu'Européen. Oui, c'est difficile à dire qu'il n'a pas changé. O que eu acho é que existiu sim uma mudança, progresso, né, uma tentativa que foi realizada pelos governos de esquerda, não é? Com investimentos na saúde, com investimento na educação, com a melhora do salário mínimo, que promoveu certamente uma melhora, que promoveu uma possibilidade de uma perspectiva de futuro para uma geração mais nova, mais pobre. Il y a eu des choses qui ont changé
notamment avec les gouvernements de gauche qui ont fait des réformes qui ont changé les questions les choses de santé, la réforme du salaire minimum, la réforme de l'éducation. Et ces choses-là ont permis d'envisager un futur pour une génération de Brésiliens que não havia. Digamos, houve sim várias mudanças, né? Você pensa que a esquerda tirou 40 milhões, 35 milhões enfim, ascenderam da pobreza a uma classe média emergente, digamos assim, né? Il y a un chiffre, c'est que la gauche a permis que 35 millions 40 millions d'hommes et de femmes puissent passer de la classe de la pauvreté à cette fameuse classe moyenne émergente, à peu près. Mas o que não foi possível, o que, enfim, a esquerda não conseguiu lidar com esses grandes desafios que são traços muito estruturais, né, da sociedade brasileira, que é essa questão do enorme racismo, da tendência escravocrata, da grande desigualdade social, cultural, do pobre preto que é tratado como coisa et non comme ser gente humana. La chose que la gauche brésilienne n'a pas réussi à penser, à traiter, c'est le fait que c'est une société, le Brésil est une société qui est, le terme là qui est employé, c'est esclavocrate, qui, je ne sais pas si ça a une traduction en tant que telle, mais c'est-à-dire c'est pas seulement esclavagiste, c'est vraiment esclavocrate, raciste, profondément raciste, et qui n'arrive pas à imaginer, à envisager l'homme noir pauvre comme autre chose qu'un objet, donc qui ne l'identifie pas comme un sujet. Il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Safatli qui dit que voilà, les gens, il y a la classe moyenne et il y a les gens qui ne sont pas traités comme gens, c'est comme d'objets. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a naturalisé, on naturalise la violence contre le pauvre de favela. Et maintenant, la violence avec le Covid. Naturaliza de morte, né? As mortes. A gente é uma sociedade que naturaliza porque naturalizava a violência, naturalizava a morte do pobre negro, né? C'est une société qui naturalise, c'est-à-dire qui donne une explication naturelle à la violence. Et là, on a vu ça avec le Covid, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est présenté comme naturel de ces morts de noirs et de pauvres. E o que aconteceu foi que et ça c'est la classe moyenne, hein, la élite aussi, mais la classe moyenne qui est très conservatrice. Marilena Chauitos, elle dit que sur la classe moyenne brésilienne, c'est la classe moyenne fasciste. Et c'est ça, c'est le fascisme de la classe moyenne, le racisme de la classe moyenne qui a donné Bolsonaro. Donc on dit que o racismo, o preconceito, o conservadorismo contra o ataque contra a LGBT, enfim, contra as mulheres, estava sendo guardado, digamos, no guarda-roupa e saiu do guarda-roupa, né? Assim, o Bolsonaro, como Trump, ele legitima esses sentimentos. As pessoas não têm mais
vergonha de serem racistas, de serem agressivos, enfim. Il y a eu une légitimation qui a été donnée par Bolsonaro et d'une certaine manière comme Trump l'avait donnée aussi. C'est-à-dire qu'il y avait cette haine contre les femmes, contre les personnes LGBTQI. Tout ça a été gardé dans un placard. Et cette légitimité-là donnée par le pouvoir a fait que ça ressort avec... Sim. Donc, respondendo à sua pergunta, bom, com o evento Bolsonaro, com o evento golpe de Dilma e consequência Bolsonaro, todo o progresso, toda a evolução que foi feita nos governos de esquerda foi em 2 anos destruído. Donc, il faut dire qu'en 2 ans, après le coup d'État sur Dilma et l'accession au pouvoir de Bolsonaro, tous ces efforts de ces gouvernements de gauche, toutes ces réformes ont été abattues, détruites en 2 ans. E Bolsonaro, ele não constrói nada, ele só destrói. É algo, inclusive o próprio récit, parole, ele disse, eu vou destruir, eu vou matar, mais gente precisa morrer. Bolsonaro, il ne crée rien, il ne fabrique rien, il ne produit rien, il détruit tout. Et même dans son discours, il le dit, il l'assume, il a dit, les gens vont mourir, plus de gens doivent mourir. Il énonce ces choses. Na eleição, na campanha, ele dizia que na ditadura o problema é que morreram poucos, que deviam morrer 30 mil, não é? Comunistas. Voilà. Il a dit pendant sa campagne, donc sa campagne pour être élu, il a dit que l'un des problèmes du Brésil, c'était que pendant la dictature, il n'y avait pas assez de gens qui étaient morts. Ces communistes, ils auraient dû être tués par... Enfin, au moins 30 000 de plus auraient dû être tués. Donc, le futur, c'est pas bien, non? C'est triste, c'est tragique. Si je peux me permettre, pardon, j'aurais une note un peu plus optimiste par rapport au futur, même si actuellement c'est la cata, mais comme il y a beaucoup de gens quand même qui ont eu accès à l'université, des gens de classe pauvre qui ont eu des quotas pour étudier à la fac, les favelas, il y a des mouvements où ils invitent, il y a des lives maintenant, où ils invitent des psychanalystes, des économistes, progressistes. Donc, moi j'ai quand même, voilà, ça boue un peu, je sais pas, ça bouillonne un peu. Il y a plus de gens conscients et j'espère que l'aliénation produite par les médias, parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible, ils ont été criminels. Ils ont accusé des gens qui étaient innocents, ils ont empêché que ça se sache que les gens de droite commettaient des crimes, voyez. Mais il y a quand même, j'ose espérer, plus de gens qui ne sont pas dupes. Et peut-être la catastrophe Bolsonaro va nous faire comme une gifle pour réveiller, j'espère, un peu la classe moyenne. Vous voyez? En tout cas, dans mes connaissances proches au Brésil, j'ai des gens qui peut-être ont voté Bolsonaro, ou en tout cas n'ont pas voté dans l'oppositeur, et qui sont clairs qu'ils ne les réfèrent pas. Moi, je ne suis pas si optimiste. Vraiment. C'est aussi à cause de fake news, voilà, et le soutien de l'armée. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est une dernière question oui. Je voudrais savoir quels sont les films, quels sont vos films qui sont sortis au Brésil et quel accueil ils ont reçu.
Ah, tous les films sont sortis au Brésil, oui, tous. Oui. Le procès, c'était aussi dans le cinéma, il y a eu beaucoup de public. Ils sont maintenant à Netflix, ils étaient à la télé, oui, c'est... oui, quand même on a encore la liberté de presse, voilà, ouais, je sais pas, mais quelle était la réception, du coup? Oui, c'était bien, oui, c'était... ouais. Non, il y a toujours le genre d'extrême droite qui voilà, qui n'aime pas, ou la droite qui pense qu'elle est, qui odeiam o Partido dos Trabalhadores, né? Enfim, que odeiam os comunistas, Vocês podem traduire? Non, mais du coup, c'était moitié en français. Du coup, oui, il y a toujours les gens de l'extrême droite qui détestent le Parti des travailleurs et les communistes. Et du coup, mais sinon, l'accueil était bon. Et... Oui. Allez-y, dernière question, et après on laissera le mot de la fin à Claire. Allez-y. Une question brève. Vos films, il me semble, sont une contribution importante à la mémoire populaire. Et la question est, quel est l'état de la mémoire donc, de ces gens qui ont vécu des années de progrès social et qu'aujourd'hui ils assistent à une destruction de tout ça? Où est-ce que se trouve la mémoire du peuple? Dans quel état il est par la mémoire? Não sei se eu consigo responder essa. É complexo, né? Porque você tem uma situação em que o poder da igreja evangélica, né, tipo americana, digamos assim, nas favelas, aumentou muito, né? Eles têm um poder muito grande, um poder de manipulação, de lavagem cerebral. Então, mesmo... E isso é muito triste, né? Mas mesmo as pessoas que se beneficiaram das políticas da esquerda votaram a favor de Bolsonaro. Et en fait, c'est très difficile de répondre à cette question parce que du coup, le pouvoir de l'Église évangélique au Brésil, de ce type à l'américaine, quoi, il est immense, vraiment immense. C'est difficile de comprendre à quel point. Et donc même des gens ils ont une influence vraiment gigantesque, et donc même des gens qui ont bénéficié des politiques publiques des gouvernements de gauche du PT ont voté pour Bolsonaro. Donc cette question mémorielle, elle est complexe. Et dans la communauté pauvre, oui, de favela, aussi à cause de la segurança pública, né? O problema da questão da repressão também. Aussi dans les favelas, c'est des questions similaires aussi parce que il y a une question de sécurité publique, donc une question de se sentir en sécurité, enfin d'insécurité générale, qui fait que ça fragilise beaucoup justement l'héritage de la gauche au pays. As mudanças que a esquerda, né, trouxe não foram rápidas o suficiente. Isso é uma questão para promoverem uma mudança estrutural nessa desigualdade social, enfim, na sociedade brasileira. Les changements opérés par les gouvernements de gauche n'ont pas été assez rapides. Donc ils n'ont pas pu transformer la structure de ces inégalités. C'était
c'était pas radical, assez radical, voilà, parce qu'il pouvait pas, hein, parce qu'il y avait un marché financier, il y avait la élite, il y avait la média, voilà. Et aussi, oui, c'est ça. Non, j'ai oublié. Mais j'ai oublié. Claire, Il va y avoir plusieurs mots de la fin, c'est un peu de la triche. Mais remercie encore infiniment Maria Augusta Ramos pour sa présence et son immense engagement dans son cinéma et dans sa parole. Vous invitez évidemment à rester à voir Nanto que é meu companheiro, juste après à 21h. Il y a O Processo qui passe demain en la présence de Maria Augusta Ramos et dimanche Futuro Junho. Donc voilà, vous n'êtes qu'au milieu du parcours de Ciné Latino. Restez et vous dire que quand vous aurez vu ces 6 longs métrages et que vous aurez encore envie de voir des films de Maria Augusta Ramos, vous pouvez actuellement voir en accès libre sur internet Dia de Fogo, Dias de Fogo, Jour de Feu, qui est une commande, une invitation à un court-métrage dont tu peux dire quelques mots peut-être. Ah oui, c'est juste une petite méditation sur l'Amazonie et le fait qu'ils sont en train de détruire l'Amazonie. Voilà, c'est juste un petit chose. Et donc c'est une méditation très bruissante, mais sans parole. Oui, sans Peut-être parole. le seul film, même dans Seca, il y a de la parole, et c'est un film que vous pourrez trouver sur le site de l'Instituto Moreira Salles, Institut Moreira Salles, qui, au début du confinement de l'an dernier au Brésil, a invité un grand nombre, mais vraiment un très grand nombre, d'artistes brésiliens, cinéastes, dont certains sont passés par Ciné Latino d'ailleurs, mais pas que, à produire une œuvre inédite comme une réaction et un partage vis-à-vis de la situation de la pandémie au Brésil. Et donc vous pouvez notamment trouver dans cette magnifique constellation Dia de Fogo, qui est en accès libre, et comme il est sans parole, vous n'avez même pas besoin de traduction. Et merci d'ailleurs, en passant, Ana Luna et Sylvie pour leur précieux travail, parce que c'est un effort immense. Merci à vous d'avoir transmis la parole de Maria Augusta. Merci beaucoup, merci encore mes assistants. Merci pour la traduction. C'est difficile, c'était difficile, non? Un petit peu, non? Wow, merci beaucoup. C'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup, merci Maria.